Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Al 24 News et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. Le Niger capte toutes les attentions. L'évolution de la situation ne peut laisser de glace aujourd'hui. Particulièrement, les regards se sont portés sur Abuja qui a accueilli le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis pour la deuxième fois avec l'espoir de dénouer la crise. Toutefois, le ton injonctif des premières heures du putsch s'est considérablement adouci, laissant place à un langage plus sage et modéré. Le président du Nigeria et président de la CEDEAO a déclaré que pour l'instant, il faut privilégier les voies du dialogue, un grand revirement dans la position initiale du chef d'État nigérian qui n'excluait pourtant pas, voire même encouragé une intervention militaire dans le pays. Que s'est-il passé entre-temps et qu'est-ce qui a changé? Le débat est lancé. Alors bien sûr, pour en parler ce soir avec nous et avec vous, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Riyad Sidawi, directeur du Centre de recherche arabe basé à Genève. Il est avec nous par Skype depuis Genève. Monsieur Riyad Sidawi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et bien entendu, Gamal Abina qui sera également avec nous de la partie et il est avec nous donc par Skype depuis Paris, analyste des questions internationales. Gamal Abina, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les déclarations ou la déclaration finale de la réunion extraordinaire ou de ce sommet extraordinaire qui s'est déroulé à Abuja, celui de la CEDEAO, pour parler du Niger. Alors, on va voir que les résolutions qui ont été prises, on va citer quelques-unes, à savoir la fermeture des frontières, le gel des avoirs de ceux qui ont fait le putsch, et bien sûr un appel qui a été fait à l'Union africaine pour soutenir les décisions que prendrait éventuellement la CEDEAO concernant le Niger. Bref, rien de révolutionnaire. Que peut-on dire, Gamal Abina ? Simplement que ça marque deux choses. La première, c'est effectivement que c'est un aveu d'impuissance puisqu'ils avaient donné un ultimatum, donc un chantage littéralement de 7 jours afin de rétablir dans ses fonctions le président Bazoum qui est actuellement enfermé dans son propre palais présidentiel. Et puis deuxième aspect, c'est qu'ils ont été vite en besogne, c'est-à-dire que la menace était directe, explicite, militaire, ce qui est quand même pas la fonction principale de la CEDEAO qui reste une organisation régionale économique fondée dans les années 70, au milieu des années 70 pour créer une convergence économique de la région, de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien cette CEDEAO a été prise au piège. Et il faut rappeler tout de même que la raison pour laquelle il voudrait intervenir, ou il voulait intervenir, c'était le fait qu'il n'y ait pas de démocratie ou un coup de force au Niger, oubliant par là même que d'autres pays sont dans la même logique, mais surtout que la CEDEAO a été fondée par deux militaires, deux généraux, au Togo et au Nigeria. Donc à l'époque, la question démocratique n'était pas posée avec autant d'acuité. Oui, très bien, Gamal. Alors, on va y revenir plus en détail sur ces résolutions ou ces décisions qui ont été prises. Riyad Sidawi, alors comme je le disais, il n'y a rien de révolutionnaire puisque de toute façon, on s'attendait vraiment à quelque chose de crucial, à des décisions qui pourraient peut-être faire avancer ce blocage au Niger. Et finalement, on se retrouve avec, si vous voulez, des résolutions très classiques comme celles qui ont été adoptées lors des derniers donc, putsch ou coup d'État au Burkina ou bien au Mali. Comment expliquer cela ? C'est vrai, les derniers jours, on parle d'une intervention militaire, surtout de la part du Nigeria et du Côte d'Ivoire. On parle trop d'une éventuelle intervention militaire. Oui. Mais à mon avis, après la rencontre du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf et Blinken à Washington, et qui ont dit que nous ne sommes pas d'accord pour l'intervention militaire, le temps a changé, Aujourd'hui, on parle des sanctions économiques et d'embargo et non plus d'une intervention militaire. Mais permettez-moi d'expliquer à nos chers spectateurs que toute intervention militaire dans le monde, peu importe le lieu, doit passer par le Conseil de sécurité. Il faut avoir une résolution du Conseil de sécurité. Il ne faut pas évidemment avoir un veto contre cette résolution et il faut appliquer le chapitre 7 de la Charte de l'ONU qui permet à un État ou un groupe d'États d'intervenir militairement quand la paix mondiale est menacée. Donc c'est le chapitre 7, c'est le Conseil de sécurité, mais une organisation régionale
qui parle d'une intervention militaire, ça c'est contre le droit international. C'est contre le droit international, c'est contre le Conseil de sécurité. Donc, à mon avis, la position algérienne et américaine a beaucoup pesé dans ces choix ou dans cette réorientation, puisqu'on parle plus d'intervention militaire. Mais les sanctions économiques, ça reste, à mon avis, relative, puisqu'il y a le Burkina Faso, il y a le Mali et il y a l'Algérie qui ne vont pas appliquer ces sanctions économiques. Et en plus, on pousse les nouveaux dirigeants en Niger vers la Chine et vers la Russie. Donc, de toute façon, on ne peut pas changer la donne. Moi, je vais insister sur un concept en sciences politiques, c'est le pouvoir local, the local power. Ça veut dire, dans n'importe quelle société, il y a toujours un pouvoir local. On ne peut pas intervenir de l'extérieur afin de modifier ou de changer ce pouvoir local, et surtout par une guerre. Très bien, Riyad Sidaoui. Alors, il y a un fait quand même qui a été remarqué. Lors de cette décision, cette déclaration finale, il y a plusieurs, bien sûr, résolutions, mais il n'y a plus, comme au passé, c'est-à-dire la première réunion, où il en a découlé le retour, par exemple, de Bazoum. On ne parle plus du retour de Bazoum. On est devant un fait accompli. Est-ce que c'est le cas, Gamal Abina ? La question du retour de Bazoum, elle a toujours été évoquée de façon indirecte aujourd'hui, puisqu'il parle d'un retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui est donc implicite, c'est de remettre Bazoum en place. La problématique qui se pose, c'est d'abord une question de bonne gouvernance. Je ne suis pas certain que Bazoum ait été très populaire dans son pays, bien qu'il ait été élu, évidemment. C'est suite, effectivement, à un président qui était là depuis 10 ans. Et surtout parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est une question pas seulement démocratique, parce que la question démocratique c'est une sorte de cache-misère. La réalité, c'est que quand on voit ce qui se passe au Tchad, par exemple, c'est pas la démocratie qui est au Tchad. Hein. C'est un pouvoir de succession militaire d'un père à un fils. Une fois que Déby est mort, c'est son fils qui a pris le pouvoir et ça a dérangé personne. Donc la question aussi qui se pose avec beaucoup d'acuité, c'est que les pays de la CEDEAO, dans leur majorité, avait effectivement conduit des élections dites démocratiques, hein, dans les standards plus ou moins acceptés par le monde, et qu'aujourd'hui, un quart de ces pays réfute cette réalité démocratique au profit de coups de force militaires qui rappellent effectivement, dans un mouvement panafricain, qui rappelle Sankara, tout simplement. Donc ils se réclament tous du sankarisme, ils se réclament tous de l'indépendance et de la souveraineté de leur pays, ils se réclament tous d'une unité africaine. Je rappelle quand même que 3 pays sont venus immédiatement au secours du Niger dans le cadre d'une intervention et que la CEDEAO a dû reculer. Elle n'est pas reculée seulement parce que ces pays se sont coalisés potentiellement et auraient été jusqu'au bout, parce qu'il y a une honnêteté de leur part. Elle a reculé parce que l'Algérie a dit niet, hors de question, pas d'intervention. Tous les pays dans lesquels vous êtes intervenus militairement, directement ou indirectement par des guerres par proxy, nous n'en voulons plus. On a vu la Libye, on a vu la Syrie, on a vu la Somalie. Bref, c'est catastrophique. On voit que le Soudan aujourd'hui est en guerre civile, que la plupart des pays des frontières algériennes sont en instabilité politique ou simplement en guerre, et qu'ils refusent cela. Ensuite, surtout parce que l'Algérie, qui d'ailleurs a été la première approchée par les États-Unis, il faut se rappeler que ça a été négocié avec l'Algérie, a dit nous n'acceptons pas une intervention, nous allons négocier comme ça a été fait pour le Mali, qui a parlé de transition, comme ça l'est pour le Burkina et comme ça l'est pour les pays souverains. On ne peut pas intervenir dans un pays. S'il y a un coup de force dans le pays, c'est aux Nigériens, s'ils considèrent que le coup de force n'est pas acceptable, d'intervenir. Et il se trouve que les Nigériens, semble-t-il, d'après les images qu'on a vues, sortent les drapeaux glorieux de la nation, fiers de leurs militaires, parce qu'ils se sentent à nouveau propriétaires de leur propre pays. Rappelons tout de même que le Niger est un des pays les plus pauvres d'Afrique, le pays le plus jeune d'Afrique, 7 enfants par femme, le pays qui n'a pas quasiment une voie de chemin de fer, le plus arriéré d'Afrique en termes de transport général de la population, et un pays qui n'a pas vocation à rester dans la misère, et ils le savent très bien. Donc aujourd'hui, si les Américains interviennent, c'est parce qu'ils ont une base militaire importante qui a coûté 100 millions de dollars à Agadez, donc pas loin de la capitale, parce que les Français ont 1500 hommes sur place qui vont certainement être rapatriés en France, mais surtout parce que l'instabilité chronique régionale conduit les Américains à se dire on doit arrêter. Ça risque d'être une poudrière si les autres pays se coalisent et on n'aura pas une guerre simplement du Niger face à la CEDEAO, mais de plusieurs pays ex-CEDEAO face à la CEDEAO. Alors, Monsieur Sidaoui, il y a quand même un aspect très important. Même si aujourd'hui on parle de l'option diplomatique, ce qui n'était pas le cas il y a 10 jours de cela. On parle de l'option diplomatique, mais il est toujours présent cette menace d'une intervention parce que de toute façon, le président nigérien n'exclut pas, ou la CEDEAO n'exclut pas, cela dit, une intervention militaire. En cas où, bien sûr, la CEDEAO franchirait le pas, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la CEDEAO a les forces qu'il faut pour une intervention militaire? Parce qu'on n'en parle pas, finalement.
Je pense pas tout d'abord, et en plus, ce sera une catastrophe humanitaire, une catastrophe régionale, un drame, un nouveau drame africain. Le sang africain va couler, des Africains qui vont s'entretuer. N'oublions pas que le Burkina Faso et le Mali ont décidé de soutenir militairement le Niger en cas d'attaque militaire extérieure. Et comme j'ai dit tout d'abord, c'est illégitime, illégal. Moi, toujours, j'ai une référence au droit international. On ne peut pas comme ça, on intervient militairement parce que les nouveaux dirigeants d'un pays, ça ne nous plaît pas. Ou pour propager la démocratie, je pense que personne aujourd'hui ne peut avoir une crédibilité de cette mode de propager la démocratie. L'attaque contre la Libye, l'agression de l'OTAN contre la Libye a bien montré qu'ils ont détruit une société libyenne, ils ont détruit l'État libyen, et jusqu'à nos jours, les Libyens souffrent depuis 2011. La même chose en Irak, les Américains, Freedom for Iraq, démocratie pour l'Irak, on voit bien la démocratie irakienne depuis 2003. Donc, il y a des intérêts, je pense que le Nigeria veut dominer la décision politique à Niamey, veut dominer le Niger. Et surtout, il y a le gazoduc qui va passer, nigérien qui va passer par le Niger. Donc, c'est un pays qui veut montrer sa force. C'est un pays qui est riche en pétrole, en gaz, et qui est la puissance régionale dans cette région, qui veut montrer sa force. Mais je suis sûr que la rencontre entre le Blinken et Ahmed Attaf à Washington et le communiqué commun a bien expliqué aux Nigériens que c'est impossible d'avoir cette intervention militaire. Et en plus, comme je vous ai dit, en cas où on va avoir cette guerre, il y aura un bain de sang, il y aura beaucoup de sang, et aussi, ce n'est pas donné que ces armées africaines vont gagner la bataille et ils vont entrer à Niamey. Oui, alors là, c'est clair. Est-ce qu'ils veulent vraiment dominer, comme disait donc Riyad Sidawi Gamal Abina, ou est-ce que tout simplement la CEDEAO veut cette fois-ci, par les décisions qu'elle tente de prendre, en finir avec cette série de coups d'État dans la région, et peut-être le Niger va servir d'exemple? Est-ce que ce n'est pas aussi cette impression? Alors, déjà, il faut rappeler une chose importante, le Nigeria, donc, et pas le Niger, le Nigeria, donc les Nigérians sont une ancienne colonie anglaise, c'est des anglophones qui ont fondé avec le Togo la CEDEAO, et c'est eux qui dominent totalement sur le plan économique la CEDEAO. C'est la plus grande puissance économique, c'est 80% des richesses, c'est un pays gazier et pétrolier, c'est un pays qui a 215 millions d'habitants, c'est quand même considérable, c'est la plus grande nation africaine en termes de population, c'est un pays qui a accès à la mer, faut pas l'oublier non plus, c'est un pays qui n'a donc pas tellement de difficultés là-dessus et qui a des moyens considérables en gaz et en pétrole, comme je l'ai dit. Il a aussi d'autres richesses, mais c'est le plus important en l'occurrence, qui fait partie de l'OPEP, qui a donc des convergences avec l'Algérie. Alors le Nigeria domine déjà, de par ses richesses, de par sa population, de par son emprise sur l'idéologie de la CEDEAO, qui était une sorte de Commonwealth version africaine. Et de l'autre côté, c'est aussi une puissance donc économique qui a les moyens de s'acheter des armes, mais qui n'a pas les moyens de faire une guerre qui lui coûterait cher. Ils ont déjà du mal avec le Boko Haram, donc j'imagine difficilement ce pays puisse s'engager sur un conflit, mais c'est vrai qu'ils veulent montrer que politiquement et que militairement, ils sont solides. Donc ça, c'est le sentiment général. Ensuite, la question qui se pose aujourd'hui, c'est une question j'allais dire pratiquement, de leadership régional. Il y a un grand Nigeria au sud du Niger et au nord du Niger, l'Algérie. Deux pays donc, qui sont membres du même cartel, deux pays qui ont un intérêt à faire converger leurs intérêts sur le plan gazier et deux pays qui ne sont pas forcément alignés sur les positions américaines. Mais l'Algérie, elle, travaille la diplomatie du pétrole et du gaz et a un intérêt à faire en sorte que ce fameux gazoduc qui doit passer par le Niger et qui part du Nigeria puisse faire converger leurs intérêts. Donc il y a toujours des histoires d'intérêts économiques qui sont bien connues, il y a toujours des histoires de prééminence régionale. L'Algérie se veut panafricaine et fait en sorte effectivement qu'elles sont entendues sur le terrain de l'Afrique. Et parallèlement à cela, et il y a d'autres questions qui se posent, c'est d'autres armées qui pourraient être coalisées, et cette fois-ci ce sera un conflit régional et donc plus local, face à un pays, le Nigeria, qui ne doit pas intervenir, qui n'a pas à intervenir parce que précisément ce serait vu comme une hégémonie anglo-saxonne en substance. Donc c'est vrai que toutes ces questions sont soulevées. Je ne sais pas s'ils cherchent vraiment à s'imposer militairement parce que c'est déjà une grande puissance le Nigeria, mais il est évident aujourd'hui que c'est une des 4 plus grandes puissances économiques africaines. Son intérêt n'est pas la guerre, son intérêt est l'influence économique et politique, moins la guerre.
Oui, très bien. Donc, Riyad Sidawi, je disais à Gamal Abina, est-ce que réellement, comme vous le dites, ils veulent chercher à s'imposer? Parce qu'ils font partie de la CEDEAO. Et la CEDEAO, on attend injonctive aujourd'hui de cette manière vis-à-vis du Niger, peut-être parce qu'ils veulent justement mettre un frein à cette spirale de coups d'État qui s'empare de la région. Et le Niger pourrait servir d'exemple. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette impression réellement? Il faut dire qu'il y a des différences. Il n'y a pas un consensus au sein de la CEDEAO. Oui. Hein. Il y a des différences. Des divisions. Chaque pays a pris une position pas semblable comme l'autre. Donc, moi, je pense que c'est le Nigeria. Elle a les moyens, elle a la puissance et elle veut s'imposer comme une puissance africaine forte. Mais je pense que les Américains ont bien expliqué aux Nigériens, directement ou indirectement, que ça ne se passe pas, que c'est impossible, votre intervention militaire. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'une intervention militaire, mais on parle des sanctions économiques. Et en plus, les nouveaux leaders de Niger, ils ont plusieurs cartes à jouer. Hein. Ils ont le Mali à côté, ils ont le Burkina Faso à côté, qui sont prêts à intervenir aussi militairement. Et Wagner, apparemment, il y a des liens aujourd'hui entre les nouveaux dirigeants du Niger et Wagner. Donc Wagner, c'est la Russie et pourquoi pas la Chine. C'est vrai, certains pays africains ont peur de la théorie de domino. Ça veut dire, comme les années 60, la plupart des pays africains, ils étaient pro-soviétiques, pro-l'Union soviétique et anti-américains. Aujourd'hui, il y a cette crainte que la théorie de domino aussi va avoir lieu. Et on a commencé par le Mali, puis le Burkina Faso, aujourd'hui Niger, bientôt d'autres pays. Voilà, c'est peut-être aussi cette crainte qui est aujourd'hui plane comme un spectre. Gamal Abina, beaucoup disent que la CEDEAO a mis de l'eau dans son vin après l'échec de l'ultimatum, de crainte de voir sa crédibilité remise en cause, elle qui déjà est entachée par beaucoup de critiques des pays de la sous-région, et on l'a vu dernièrement avec bien sûr le Burkina, avec le Mali, et aujourd'hui avec le Niger. Qu'en pensez-vous ? Je pense que sa crédibilité a déjà été mise en cause dès le Mali. Ils avaient commencé un coup de force économique cette fois-ci, un blocus qui a été au fur et à mesure aménagé puis qui a baissé parce que ça a été un effet boomerang. Les autres pays par rapport à ce blocus ont été impactés. Je parle évidemment des pays qui étaient d'accord comme la Côte d'Ivoire. La peur réelle, c'est le fait, parce qu'il y a eu d'abord le Mali, effectivement, l'effet domino dont a parlé Ziad à l'instant, il a raison. Le Mali, effectivement, le Niger, effectivement. Juste avant, il y a eu quand même la Guinée, puis évidemment le Burkina. Et c'est des pays qui ont un passé difficile avec l'ancienne puissance coloniale, parce qu'il est toujours question de la France, et qui voient une ouverture avec effectivement la Russie et ses coopérants militaires, dont Wagner. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la peur de ces pays, c'est pas le fait, ça les dérange pas qu'il y ait un coup d'État dans l'absolu si c'était le seul. Ce qui les dérange vraiment, c'est qu'il y ait d'autres inspirations. Voilà. Je prends des exemples très concrets. Le Nigeria, par exemple, qui a eu l'habitude des coups d'État de généraux. N'oublions pas le passé quand même. Ouais. Si jamais ils envoyaient leurs forces sur place, s'ils avaient tenté une action militaire, mais qu'est-ce qui garantit que ces mêmes militaires ne se retournent pas contre les dirigeants du pays, considérant que c'est une trahison pour leurs frères africains? Qu'est-ce qui garantit que, par exemple, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne soit pas mis en difficulté par son armée? Parce qu'effectivement, il y a des réalités. Il ne faut pas oublier l'influence de la France. Donc, moi, je pense effectivement que la peur est là. C'est une peur de contagion, d'un effet de contagion. Effectivement, comme l'époque soviétique qui soutenait les pays africains contre l'Occident et contre le colonialisme, eh bien, ce retour d'un néocolonialisme qu'on connaît depuis longtemps est contré par un retour du soviétisme, entre guillemets, donc du monde russe, qui a décidé avec la Chine, pour une fois alliée, d'intervenir directement en Afrique sur le plan militaire et économiquement. Donc, c'est vrai que la peur est plutôt du côté de la CEDEAO, mais réellement, pour répondre à votre question, ils se sont immédiatement décrédibilisés. Vous faites un ultimatum à 7 jours. Quand on fait 7 jours d'ultimatum, le lendemain, on intervient. Ils ne le font pas parce que, d'abord, l'Algérie est intervenue, a dit non. Les Américains commencent à dire non aussi. Les Russes, évidemment, n'ont rien dit, mais en sous-main, on sent bien qu'ils se frottent les mains. Et puis les Français ont dit, parce que là, pour le coup, il faut rendre quand même hommage à M. Macron, il a beaucoup de défauts. Mais ce n'est pas un va-t-en-guerre. Il n'a pas dit qu'il irait faire la guerre. Il a prévenu que si ses intérêts étaient en danger, il interviendrait. Il a 1500 soldats sur place et pour autant, il n'a pas déclenché le feu parce que M. Macron, depuis 6 ans qu'il est aux commandes, ne fait pas la guerre. Donc, il faut espérer que ça continue, bien évidemment. Il y a des accusations et ça et là. Comme aujourd'hui, on dit qu'il y a une violation de l'espace aérien du Niger. Mais il n'en demeure pas moins que Macron est prêt à partir du Niger s'il le faut. Donc, il faut bien se mettre dans la tête que c'est plus la France qui est vraiment le principal acteur dans la région, mais plutôt les États-Unis, la Russie, évidemment, entre les deux,
l'Algérie et le Nigeria, les grands géants de la région. En tous les cas, il y a une chose qui est certaine en ce moment, parce que les décisions qui ont été prises, certes, privilégient la voie du dialogue, la voie de la diplomatie, mais n'excluent pas toutefois l'option militaire. Et la CEDEAO aujourd'hui a appelé à l'activation du contingent des soldats réservistes, Riyad Sidawi. Moi, je ne pense pas toujours de la solution militaire, hein, puisque les Américains ont dit leur mot. Je pense qu'il y a une divergence entre la position française et la position américaine à propos du Niger. Certes, la France est le premier pays perdant avec les nouveaux dirigeants du Niger. La France exploite l'uranium du Niger, l'or de Mali, etc. Et je ne parle pas d'un conflit entre les Américains et les Français, mais une concurrence sur plusieurs dossiers africains. Et les Américains veulent montrer aussi aux Africains que la France ce n'est pas la puissance coloniale des années 30, 40 du siècle dernier. Non, c'est une petite puissance aujourd'hui, donc aller directement vers les nouveaux patrons qui sont les Américains. Moi, je pense que la dernière position américaine qui ne veut pas d'une intervention militaire a mis tout le monde a mis de l'ordre au sein du CEDEAO, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on ne parle pas vraiment d'une intervention militaire. On ne menace plus le Niger d'une intervention militaire, mais d'une éventuelle intervention. Et la prochaine fois, évidemment, ils ne vont pas parler du tout de cette intervention militaire, parce que ce n'est pas faisable. Le Niger, ce n'est pas un petit pays. Le Niger, quand on voit la carte, c'est un continent. C'est plus qu'1 200, je pense, 48 000 kilomètres carrés. Donc, c'est un vaste pays. Il y a évidemment des tribus, il y a évidemment des ethnies, etc. Il y a d'autres facteurs sociaux qui veut dire qu'intervenir militairement, peut-être ça va durer des années, des décennies, et tout le monde, évidemment, sera perdant. Et n'oublions pas aussi la position du Parlement du Nigeria. Le Parlement du Nigeria a refusé toute intervention militaire, a bien expliqué au président du Nigeria que vous n'avez pas le droit, non, on n'envoie pas nos soldats au Niger. Et ça, c'était un message aussi très clair. Peut-être aussi les Américains ont entendu le message du Parlement du Nigeria. Oui, alors on va quand même conclure brièvement. Je demanderai à Gamal Abina donc de l'être. C'est vrai que beaucoup d'observateurs de la question, depuis qu'il y a eu le coup d'État au Niger, disent que c'était aujourd'hui le sommet où la CEDEAO jouait quelque part son avenir ou son existence. Avec les résolutions qui ont émergé ou qui en ont découlé, est-ce que vous pensez que c'est un examen qui a été bien mené, ou est-ce que vous pensez que finalement la CEDEAO est impuissante et que les véritables décisions ne sont pas réellement entre les mains de la CEDEAO? La CEDEAO d'abord n'a pas vocation à intervenir militairement, c'est un groupement économique, je l'ai rappelé, c'est comme si la CE, la communauté économique européenne, voulait intervenir militairement dans un conflit comme on l'a vu par exemple à l'époque de la Yougoslavie. C'est un groupement économique qui n'a pas d'armée. Alors même s'il y a des armées au sein de ces pays, il n'y a pas de commandement interarmé, il n'y a pas de visée militaire, il n'y a certainement pas dans ces fonctions l'objectif de maintenir des démocraties ou de garantir des pouvoirs qui sont sous allégeance de la CEDEAO. Donc ils se sont complètement plantés, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Ils ont essayé un coup de force qui n'a pas fonctionné, ils ont essayé de jouer les gros bras, ça n'a pas fonctionné, et aujourd'hui ils sont en train de trouver une négociation. On parle de négocier, de discuter, qu'en dernier recours on enverrait des soldats. Mais c'est vrai, comme vous l'a dit Ziad, le Parlement du Nigeria, démocrate en l'occurrence, a refusé cette intervention. Oui. On parle même pas de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. D'abord, même s'il voulait faire cette intervention, il faut traverser les pays qui lui sont hostiles. Donc il ne pourrait pas la faire, il n'a pas les avions, il n'a pas les moyens pour transporter ses troupes. Donc tout cela, c'était vraiment des coups de bluff assez ridicules qu'ils auraient dû éviter. Ça décrédibilise cette organisation, ce sous-régional économique qui était juste économique, et vraiment, pour le coup, ça démontre que ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre et qui vont effectivement calmer le jeu, et l'Algérie et le Nigeria, mais en termes d'États indépendants, non pas de groupes d'États coalisés économiquement. Donc c'est vrai qu'ils se sont plantés pour des raisons simples, c'est qu'ils ont été arrogants, ils se sont précipités dans des décisions fantaisistes. Je pense qu'ils n'ont pas réellement mesuré leurs propos. On ne fait pas d'ultimatum à un État
et on ne donne pas d'ordre à des gens parce qu'immédiatement, sachant plus que le président Bazoum est emprisonné, s'ils font l'intervention militaire, la première victime, c'est le président Bazoum. Donc ça n'a vraiment pas de sens, c'est pas réfléchi. Là, vraiment, pour le coup, ils viennent de démontrer qu'ils sont impuissants et que maintenant, ils reviennent à la raison et ils parlent de négocier, de trouver un terrain d'entente, sachant en plus, en dernier recours, que le Niger vient de nommer un Premier ministre, un gouvernement est en train de se constituer. Absolument. Oui, donc ce qui veut dire pour conclure que réellement aujourd'hui l'option militaire ou l'intervention militaire, si vous voulez, est largement éloignée et que apparemment les putschistes prennent de l'assurance et sont bien droits dans leurs bottes. C'est en tous les cas l'impression qu'ils donnent, donc il est très difficile de revenir ou de faire marche arrière. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour cet éclairage aujourd'hui. Je rappelle que était avec nous aujourd'hui donc Gamal Abina, analyste des questions internationales depuis Paris en direct, et Riyad Sidawi, directeur du Centre de recherche arabe, le CARAPS, depuis Genève. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'Échiquier international. Au revoir.